Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La crise ivoirienne ou la guerre des enjeux. Chapitre 1. Une drôle de guerre. L'attaque du 19 septembre 2002. La guerre est tombée sur la Côte d'Ivoire, une nuit de 18 septembre 2002. Tomber est le mot, car nul ayant été informé d'une agression imminente ne peut s'asseoir tranquillement et attendre d'être frappé. Donc, à part les insurgés et leurs complices, la Côte d'Ivoire ignorait qu'elle vivait là ses dernières heures de normalité. En cette veille de guerre, le FPI n'avait pas achevé sa deuxième année au pouvoir. Les Ivoiriens, quant à eux, s'apprêtaient naturellement à vivre un jour comme les autres. Or, ce jour devait marquer le début d'une nouvelle ère. Ce jour devait symboliser cette cassure violente qui sépare deux époques en rupture. Il y aurait désormais un avant 19 septembre 2002 et un après. De la même façon qu'il existe en France, un 14 juillet 1789 que l'on commémore tous les ans. Cette guerre qui devait marquer notre révolution. La révolution ivoirienne. Le président Laurent Gbagbo était en séjour officiel en Italie, lorsque lui parvint la nouvelle de l'attaque. Ce fut tout naturellement que le pays hôte offrit l'exil à son invité, dont la capitale venait d'être agressée et envahie par des hordes d'assaillants. Un geste d'amitié et de solidarité dicté par la courtoisie et le bon sens. Toute chose aisément compréhensible. Mais là où les Ivoiriens auraient dû déjà s'interroger sur la véritable origine de cette drôle de guerre, n'eût été l'effet de surprise, fut de voir avec quel empressement on ne peut plus suspect, la France proposa avec insistance l'exil au président Gbagbo. Quelle ne fut pas la surprise de la grande amie française lorsqu'elle fut poliment remerciée par ce dernier, déclinant cette généreuse offre d'hospitalité, pour se rendre aux côtés de son peuple en tribulation et de son armée éprouvée. Si toute la communauté internationale affichait la même stupeur, une majorité des Ivoiriens découvraient leur président sous un jour nouveau, voyant leur confiance en ce dernier plus que jamais confortée. Malgré leur pauvreté en nombre, en logistique, en hommes jeunes et vigoureux, les Forces armées nationales de Côte d'Ivoire, FANCI, se battirent avec les maigres moyens dont ils disposaient. Et l'on ne s'explique pas jusqu'à ce jour, ou comment de quelle façon ces dignes soldats ont réussi, surpris et diminués qu'ils étaient, à repousser les assaillants au centre et au nord. En dépit d'une préparation de plusieurs années, d'un armement d'une grande modernité technologique, en dépit d'un contingent vigoureux et rompu aux méthodes d'entraînement occidentales, les assaillants, contrairement à leur principal objectif, se replièrent. Ce qui leur permit, au lieu d'abdiquer, de transformer l'échec de leur coup d'État en rébellion armée, découpant ainsi le pays en deux et faisant des villes comme Bouaké et Korogo leurs quartiers généraux. Fort heureusement, rien de cette nouvelle donne n'entama le courage et le moral des troupes loyalistes, qui lancèrent plusieurs opérations militaires pour la reconquête des villes assiégées par les rebelles. Or les troupes françaises étaient déjà présentes sur le sol ivoirien, grâce à leur base militaire du 43e Bima. Le président Gbagbo, se fondant légitimement sur l'existence d'un accord de défense signé avec la France depuis Houphouët-Boigny, demande donc à la grande amie France d'intervenir afin de neutraliser les rebelles et aider la Côte d'Ivoire à restaurer l'intégrité territoriale et l'autorité de l'État. Bref, en un mot, la métropole française est invitée à soutenir et défendre la République ivoirienne et ses institutions. Mais en lieu et place de cela, la France adopte des postures de toutes sortes, sauf celles qu'on attend d'elle. Dès l'arrivée des forces de l'opération Licorne sur le terrain, celle-ci stoppe net une tentative de reprise de la ville de Bouaké par les troupes loyalistes. La France demande alors un délai, donc l'arrêt momentané des hostilités entre rebelles et loyalistes, dans le but officiel d'évacuer les ressortissants étrangers, en commençant bien évidemment par les siens. Profitant de cette trêve, les forces françaises sont alors soupçonnées de ravitailler et de réorganiser les forces rebelles. Ce qui conduit inévitablement à un retournement de la situation, où les Fanchi finissent par se retrouver en situation de faiblesse. Dès lors, pour se donner plus d'envergure, les rebelles se structurent en un mouvement politique, le MPCI, Mouvement patriotique pour la démocratie. Mouvement dont Guillaume Soro se proclame spontanément le secrétaire général. Il n'a dès lors que ses exigences à la bouche. Démission du président Gbagbo,
organisation de nouvelles élections claires et transparentes et réexamen de la Constitution. À côté de son mouvement, deux autres se forment, le MPIGO, Mouvement populaire ivoirien du Grand Ouest, et le MJP, Mouvement de la justice et de la paix. Ces deux mouvements eux aussi s'alignent sur leurs prédécesseurs, en exigeant le départ du président Gbagbo. Pour le MPIGO, le principal but de leur formation s'inscrit dans la vengeance du général Robert Guéhi, originaire de la même région qu'eux. Ce dernier fut assassiné pendant l'insurrection à Abidjan, de même que le ministre de l'Intérieur Émile Boga Doudou. Les sommets d'Accra et de Lomé. Le 29 septembre 2002, la CEDEAO, Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, convoque d'urgence une réunion au sommet, à Accra, pour tenter de trouver une issue à la crise ivoirienne. Le but de ce sommet, engager le dialogue entre les rebelles et le gouvernement ivoirien et examiner les conditions générales d'un règlement de la crise. Une réunion de la Commission de la Défense et de la Sécurité de la CEDEAO décide de déployer rapidement, en Côte d'Ivoire, des troupes ayant pour mandat de surveiller le cessez-le-feu, ainsi que le désarmement des rebelles. Le 30 septembre 2002, le groupe de contact créé à l'initiative de la CEDEAO commence ses efforts de médiation par un entretien avec le président Gbagbo. Le 3 octobre, c'est au tour des dirigeants rebelles de rencontrer les responsables du groupe de médiation. Les négociations se poursuivent ainsi jusqu'au 6 octobre. Le 11 octobre, les négociations reprennent sous l'égide du ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, la présidence en exercice de la CEDEAO étant alors assurée par le Sénégal. Ce dernier parvient à arracher aux belligérants la signature d'un accord de cessez-le-feu, prévu pour le 17 octobre 2002. Forte de ce succès, la CEDEAO poursuit inlassablement ses efforts de négociation, confiant au président togolais, Feu Gnassingbé Eyadema, de mener les discussions pour un accord de paix. Le 31 octobre, un premier accord est trouvé, à l'issue duquel les deux parties réitèrent leur attachement à l'accord de cessez-le-feu et promettent de s'abstenir de violer les droits de l'homme. Elles admettent la nécessité de préserver l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire et de respecter les institutions du pays. Le jour suivant, le 1er novembre 2002, un nouvel accord est signé, par lequel le gouvernement ivoirien accepte de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi d'amnistie. Il comprend la libération des soldats loyalistes faits prisonniers et le retour de combattants en exil, ceux-ci étant susceptibles d'être réintégrés à l'armée nationale. Mais une fois encore, les accords de Lomé échouent et butent contre les interminables doléances des rebelles et leur refus de désarmer. Le 18 septembre, néanmoins, lors d'une réunion à Dakar, la décision est effective d'envoyer en Côte d'Ivoire la force de paix de la CEDEAO, dite Ecoforce. Les accords de Lina Marcoussis. Prétextant dès les premières heures d'un conflit ivoiro-ivoirien, la position de la France, qui en vertu des accords de défense aurait dû être tranchée et en faveur de la défense des institutions de la République, se mua étrangement en une force d'interposition prétendument neutre. Curieuse attitude. Elle plongera la crise dans une impasse et installera le conflit dans la durée. Et son ultime proposition de sortie de crise matérialisée par les accords de Lina Marcoussis contribuera à bloquer davantage la situation qu'à la décanter. Les accords de Marcoussis furent signés en France, dans la ville de Lina Marcoussis. Celle-ci accueillit le 23 janvier 2003 tous les protagonistes de la crise ivoirienne, retenus en conclave dans les locaux du complexe sportif de rugby. Compte tenu des innombrables contradictions et incohérences qui caractérisent ce singulier accord, un arrêt sur son préambule vaut le détour. En effet, ce préambule ne manque pas de souligner, en son point 3, son attachement à la préservation de l'intégrité territoriale, au principe démocratique de l'accession au pouvoir par les urnes, à la restauration de l'autorité de l'État, enfin au sacro-saint principe de la préservation des institutions de cet État, et donc naturellement par déduction, au respect de la Constitution ivoirienne. Or, après analyse des résolutions qui suivent ce préambule, c'est un désenchantement total qui saisit le lecteur. Il est important de mettre ces incohérences en exergue de façon à souligner combien la mise en œuvre de ces accords est délicate, périlleuse même, au point où leur application ne pouvait conduire la Côte d'Ivoire ailleurs que dans une impasse,
dans ce tourbillon de violence et de chaos qu'elle connaît de façon récurrente. Si théoriquement, C' est à dire sur le papier, on prône le respect de la Constitution en lui subordonnant clairement les accords de Marcoussis, la réalité quant à elle est tout autre. C'est un véritable coup d'État constitutionnel qui s'opère entre les murs du stade de rugby. Tous les points de cet accord sont juridiquement entachés de vices. D'abord, avec la mise en place de ce gouvernement atypique, dit de réconciliation nationale. Si dans l'esprit de ses concepteurs, il prétend participer à la bonne cause, dans les faits, il présente un caractère ni plus ni moins antidémocratique. À commencer par le mode même de désignation du Premier ministre. Un Premier ministre en la personne de Sédou Diarra, quasiment imposé aux Ivoiriens et à leur président par une puissance étrangère et en territoire étranger. On y parle de refonder une armée attachée aux valeurs d'intégrité et de moralité républicaine, en y intégrant des rebelles, loin d'être des enfants de cœur. Des individus qui par leur prise d'armes ont enfreint ces mêmes valeurs d'intégrité et de moralité républicaine, gage de paix et de sécurité pour le peuple. On y demande que, pour rétablir la sécurité des personnes et des biens, les forces armées nationales soient désarmées, regroupées et cantonnées au même titre que des assaillants. D'abord, comment pourraient-elles accomplir cette noble tâche qui est la leur, en étant dépouillées de leurs outils de travail? De plus, si une chose doit être évitée pour préserver la sécurité des personnes et des biens, c'est d'imposer à des soldats d'une force régulière, contrainte et forcée, l'humiliante collaboration avec leurs agresseurs. Nos vaillants soldats s'y opposeront d'ailleurs très fermement. Ainsi, les accords de Lina Marcoussis consacrent l'entrée des mouvements rebelles dans le gouvernement dit de réconciliation nationale. Ils préconisent des amendements majeurs à apporter à certaines lois fondamentales telles que le foncier rural, le code de la nationalité et le code électoral. Ils proposent la naturalisation de 3 millions d'étrangers à dominante burkinabé et malienne, devant servir, selon le FPI, de bétail électoral pour le compte de M. Alassane Ouattara. Outre la légitimation des rebelles et la légalisation de la violence au sein de l'État, la finalité recherchée par les architectes de ces accords est d'écarter purement et simplement un président élu, Laurent Gbagbo, des rênes du pouvoir. Ceci devra s'opérer en transférant l'essentiel de ses pouvoirs au Premier ministre. Il est à noter au passage que nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, mais bel et bien dans un régime présidentiel. Les accords visent également à museler le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale, et à décapiter la Constitution ivoirienne, pilier de la République et de l'État. Mais le panorama ici présenté, des objectifs de Marcoussis est loin d'être exhaustif. Sans scrupule, il retire au peuple ivoirien la possibilité d'exercer son droit de souveraineté et de participer de façon active à l'avenir politique de son pays. Si les accords de Lina Marcoussis mentionnent bel et bien la possibilité d'organiser le référendum concernant l'amendement de certaines lois, dont la modification de l'art. 35 de la Constitution, parallèlement, une fois sur le terrain, les pressions sont nombreuses qui encouragent plutôt des décrets présidentiels ou arrangements politiques. Ce afin de permettre la candidature, pourtant non conforme à la Constitution, du même Alassane Ouattara, président du RDR, parti d'opposition perçu comme un des instigateurs du coup d'État manqué. C'est une première. Des résolutions anticonstitutionnelles telles que celle-ci ont rarement fait l'objet d'accords conditionnant un retour à la paix. Pourtant, loin d'avoir ramené cette paix, les accords de Marcoussis ont surtout installé le pays un peu plus, et c'est un doux euphémisme, dans le chaos. Pendant que d'un côté tout est réuni pour affaiblir considérablement le pouvoir en place et dépouiller de toutes ses prérogatives le chef de l'État ivoirien, le contraignant si ce n'est à la démission, tout au moins à n'être qu'un président d'opérette, façon reine d'Angleterre, selon l'expression consacrée de la rébellion. De l'autre, ils font la part belle aux rebelles, leur octroyant dans ce tout nouveau gouvernement de réconciliation plusieurs postes ministériels des plus stratégiques, la défense et la sécurité nationale. La vive protestation du peuple, la dextérité politique du président Gbagbo, l'opposition des militaires, la volonté du parti au pouvoir de n'agir que dans le respect de la Constitution, tous ces paramètres se sont avérés être de sérieux garde-fous au dessein macabre de Marcoussis. Les accords d'Accra II. Nul doute que les accords de Marcoussis ont été taillés sur mesure pour le bloc rebelle.
Lorsqu'il est question d'arracher concessions et compromis au président, ces accords, aux yeux de la communauté internationale, revêtent une importance quasi divine. Pas d'autre issue en dehors de Marcoussis. C'est alors une avalanche d'interpellations, d'injonctions ou de menaces à l'encontre du président injustement accusé d'entraver le bon déroulement du processus de paix. Mais lorsqu'il vient au tour des rebelles de jouer leur partition, toujours conformément aux mêmes dispositions de ces accords de Marcoussis, les accusateurs de la communauté deviennent soudain sourds, muets et aveugles lorsqu'ils se heurtent au refus catégorique des rebelles de désarmer. Paradoxalement, en leur préambule, l'ensemble de ces accords, s'appuyant sur ceux de Marcoussis, réaffirment vigoureusement leur ferme attachement aux principes démocratiques. Ils ne cessent de rappeler leur attachement au principe de l'accession au pouvoir et de son exercice de façon démocratique. Les nombreux communiqués qui en résultent mentionnent clairement, et sans sourciller, l'autorité du président Laurent Gbagbo, en sa qualité de chef de l'État, chef suprême des armées, garant de la Constitution et des institutions républicaines Accra II. L'intention est belle, mais ne traduit nullement la réalité sur le terrain. Quelle réponse apporte-t-on à un président dont le souci majeur est de se conformer au respect de la Constitution ? Et quelle solution efficace oppose-t-on au refus catégorique des rebelles de désarmer ? Eh bien pour l'heure ce sera encore sommet, un de plus. Celui d'Accra II, qui se tient les 6 et 7 mars 2003, exhorte explicitement le chef de l'État à appliquer les accords de Marcoussis avant le 14 mars 2003, en insistant sur l'urgence de la délégation des pouvoirs au gouvernement et de la formation d'un gouvernement de réconciliation nationale. Il évoque, également et entre autres, la mise en place d'un Conseil national de sécurité qui aura pour but de proposer des noms parmi lesquels le président Gbagbo devra nommer les futurs ministres de la Défense et de la Sécurité. Car souvenons-nous qu'au sortir de Marcoussis-Kléber, ces deux postes, les seuls non pourvus au moment de ce sommet, étaient la pomme de discorde entre les rebelles et le pouvoir en place. Les accords d'Accra III. Fin février, contrairement aux dispositions d'Accra II et contre toute attente, car c'est peu dire que malgré le scepticisme généralisé, l'espoir renaît, après chaque nouveau sommet, de voir les rebelles effectivement désarmés, Guillaume Soro annonce publiquement que les forces rebelles n'entendent pas déposer les armes. À la suite de cette déclaration, vont se succéder des événements parmi lesquels la manifestation de soutien aux accords de Marcoussis, organisée par l'opposition les 24 et 25 mars 2004. Cette manifestation préparée sous l'égide du G7 est incomprise par beaucoup. Pourquoi le G7, qui se réclame d'une alliance entre les rebelles et les partis d'opposition, n'organise-t-il pas, selon toute logique, sa marche de protestation en zone rebelle ? D'où vient cette décision de manifester en zone gouvernementale, tandis que les régions maintenues sous leur contrôle sont interdites d'accès aux autorités et aux populations du Sud ? En dépit d'un décret interdisant toute manifestation, jusqu'à nouvel ordre, le G7 va maintenir sa marche. Vont en résulter des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, qui feront alors de nombreuses victimes dont une trentaine de morts. Un autre décret pris par le président le 18 mai suivant va sanctionner les ministres rebelles, défaillant en Conseil des ministres. Ces derniers seront immédiatement remplacés par des membres du gouvernement de réconciliation nationale. Ces ministres, parmi lesquels Guillaume Soro figure en tête, sont au nombre de 3, avec Youssouf Soumaoro et Patrick Hachi, respectivement issus des mouvements rebelles et du PDCI. Quelques jours après cette suspension, la presse annonçait l'attaque par des factions rebelles de Goïtafla, une ville pourtant située en zone de confiance démilitarisée. De son côté, le pouvoir semble démontrer des signes de bonne volonté. Le 23 avril 2004, les députés adoptent la première réforme législative prévue par les accords de Marcoussis sur l'identification des personnes et le séjour des étrangers. Le 9 juillet de la même année, l'amendement de la loi sur le foncier rural permet désormais aux héritiers non-ivoiriens d'être propriétaires en Côte d'Ivoire. Et le 28 juillet 2004, le président convoque une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour procéder à l'adoption de toutes les réformes juridiques conformément à l'esprit et à la lettre des accords de l'INA Marcoussis. Hélas, toutes ces marques de bonne volonté n'empêcheront pourtant pas le processus de paix d'être de nouveau bloqué. C'est alors qu'interviennent les accords d'Accra III, les 29 et 30 juillet 2004.
Les mesures prises traitent notamment des points suivants. Critères d'éligibilité à la présidence de la République, art. 35 de la Constitution, et autres réformes sur la nationalité, l'identification, le foncier rural, désarmement, démobilisation, réintégration, délégation de pouvoir au Premier ministre, reprise des activités du gouvernement de réconciliation nationale, droits de l'homme, etc. L'opération Dignité. C'est dans une ambiance frustrante de valses diplomatiques tout aussi inutiles les unes que les autres, de rencontres et de sommets stériles sur la crise ivoirienne, de refus de désarmer, de chantage et de revendications malsaines que les esprits vont se chauffer voire se surchauffer. Ce sentiment prévaut aussi bien au niveau de certains membres du gouvernement qu'au sein des populations du Sud. C'est dans cette atmosphère de regain de tension qu'a surgi, le 4 novembre 2004, presque de nulle part, l'opération DIGNITE, organisée dans le plus grand secret par les autorités politiques et militaires ivoiriennes. À leur tête, le chef d'état-major d'alors, le général Mathias Doué, secondé par le commandant du théâtre des opérations, le général Philippe Mangou. Ce dernier sera promu au rang de chef d'état-major, après les événements de novembre. Cette opération militaire de libération des zones occupées a consisté à bombarder toutes les positions rebelles. Ces bombardements étaient destinés à réduire très considérablement la résistance des rebelles, avant de les neutraliser totalement par l'envoi des troupes au sol. Mais comme pouvait s'en douter tout observateur averti, conscient des enjeux de cette crise, l'opération Dignité fut brutalement interrompue par les troupes françaises de l'opération Licorne. L'opération qui connaissait un succès phénoménal, sans précédent dans toute l'Afrique, était alors sur le point de s'achever. Le prétexte avancé par l'armée et les autorités françaises, avoir été la cible des bombardements conduits par l'armée ivoirienne. Le pouvoir en place reconnut que ce fut un dommage collatéral. L'erreur de frappe fit 8 morts du côté des soldats français. Les représailles furent immédiates. Dignes d'une déclaration de guerre. Elles se sont conclues par la destruction, quelques minutes plus tard, d'une grande partie de la flotte aérienne ivoirienne. En contestation à cette réaction arbitraire, humiliante et insultante, subie par un État souverain, les patriotes de tous âges se mobilisèrent spontanément dans les rues d'Abidjan. L'intervention fut brutale et sanglante. Sans sommation, l'armée française venue quadriller le périmètre de l'hôtel Ivoire, situé à quelques minutes de marche de la résidence du chef de l'État, tire dans la foule et fait de nombreuses victimes. Une soixantaine de jeunes Ivoiriens non armés y furent tués et plusieurs milliers d'entre eux blessés. Qu'est-ce qui justifiait le déploiement d'une telle armada? Que cherchait cette multitude de chars si près de la résidence présidentielle? Pourquoi tirer à balles réelles et sans sommation sur des manifestants sans armes? Autant de questions sur lesquelles les autorités françaises elles-mêmes ont refusé de faire la lumière par l'ouverture d'une enquête parlementaire, demandée plus tard par l'opposition de gauche. Peu après ces événements et avec un empressement difficile à saisir, la France réussit à placer son action sous le large parapluie onusien. Elle obtient alors par les résolutions 1572 et plus tard 1584, que la Côte d'Ivoire soit placée sous embargo militaire. Elle propose également un projet de sanction des personnalités politiques accusées d'entrave au bon déroulement du processus de paix. Dans cette liste qui pourtant n'avait pas encore eu l'aval des décideurs onusiens, certains journaux de l'opposition ivoirienne citaient déjà pêle-mêle des noms issus pour la plupart des dirigeants du parti au pouvoir, le FPI. Côté rebelle, un seul nom y apparaissait, celui du secrétaire général des forces rebelles, Guillaume Soro. Pourtant, malgré un embargo scrupuleusement surveillé par les forces impartiales, à vrai dire, plus françaises qu'onusiennes, on entend ça et là des bruits de réarmement. La tension monte d'un cran, et c'est sans surprise que l'on est informé de nombreux affrontements entre les populations assiégées et les rebelles. Des groupes de jeunes résistants que d'aucuns dénoncent comme des milices se forment au sud et dans l'ouest. Leur objectif, s'affranchir de l'occupation des rebelles et récupérer les terres de leurs ancêtres. Si parfois ces jeunes parviennent à leur fin, sans grande résistance des rebelles, c'est avec une profonde frustration qu'ils réalisent que le véritable assaillant n'est pas celui qu'ils croient. Les forces françaises censées être impartiales viendront une fois de plus interrompre leur progression et repositionner les rebelles. Les victimes de novembre 2004, un procès de 2 poids 2 mesures.
En novembre 2004, des soldats français et des manifestants ivoiriens ont perdu la vie. Les premiers ont fait l'objet d'une bavure. Les seconds ont fait l'objet de représailles dignes d'une déclaration de guerre. Je déplore la mort de ces soldats français, comme je déplore la perte de toute vie humaine. Mais faut-il oublier qu'il s'agit de soldats qui, par leur engagement même, leur vocation, sont inévitablement exposés à ce triste sort, à cette fatalité? Et ceci, lorsqu'il arrive qu'ils succombent dans l'exercice de leurs fonctions, la douleur de la perte n'est-elle pas atténuée par tous les honneurs, par tous les hommages rendus à ces braves et fiers patriotes? Mais de la mort de civils, il en va autrement. Surtout dans les circonstances qui ont marqué celle des patriotes ivoiriens. Or, qu'a-t-on constaté quant au traitement de l'information par les médias internationaux? Un injuste déséquilibre. Si la mort des soldats français a été amplifiée, défrayant la chronique, celle des patriotes ivoiriens est passée presque sous silence. Les soldats français tués sont au nombre de 8. Le bilan des victimes ivoiriennes, selon le dernier rapport du ministère ivoirien de la Santé, ministre de l'époque, Mabry Toikeus de l'UDPCI et G7, fait état de 57 morts et de près de 2226 blessés. Les autorités françaises, après avoir tenté de nier les victimes ivoiriennes, sont passées progressivement par la voix de leur ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie, de 6 à une vingtaine de morts. D'un côté nous avons donc 8 soldats et de l'autre 57 civils tués. Soit un de rapport de 1 sur 7. C'est-à-dire que pour un soldat français tué, 7 civils ivoiriens ont payé le prix. N'est-ce pas un peu cher payé, même pour des Africains? Cette disproportion qui a de quoi faire pâlir n'importe quelle organisation terroriste, mafieuse, n'a pas vraiment ému la communauté internationale. Et les organismes de défense des droits de l'homme, pas plus que ça. Certains journaux parlent d'actes de vengeance. Si ce n'est pas le cas, on constate tout de même que ces représailles vont bien au-delà de la loi vindicative du talion, œil pour œil, dent pour dent. Plutôt que ces réactions épidermiques et impulsives, la prudence d'entreprendre une enquête préalable pour situer les responsabilités avant de punir, n'aurait-elle pas été une attitude plus digne de cette grande nation, berceau des droits de l'homme et passé maître dans l'art de donner des leçons? La surmédiatisation de la mort des 8 soldats français a presque totalement éclipsé les 57 morts et 2226 blessés ivoiriens. Fort heureusement, durant ces affrontements, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée au sein de la communauté civile française d'Abidjan. Mais l'accent mis sur les dégâts matériels, sur des vols, sur des viols et surtout sur le rapatriement de quelques milliers de volontaires français, a permis de camoufler ce détail qui a son importance. Ne serait-ce que pour situer les motivations profondes et les objectifs ciblés par les réactions des manifestants ivoiriens. Ce qui fait évidemment mentir ceux qui les assimilent intentionnellement à de jeunes délinquants, alors que leur unique but fut et reste de préserver leur dignité, de défendre leur pays et leurs droits, et non de casser du français. Alors oui, je déplore la mort de ces 8 soldats et je me réjouis du si grand bruit médiatique qui a entouré leur décès, après tout accidentel. Je déplore aussi vivement la mort de ces dizaines de civils ivoiriens. Je déplore également la différence dans le traitement de l'information concernant les victimes françaises et les victimes ivoiriennes. Je déplore la façon dont la communauté internationale a diversement apprécié ces pertes, selon qu'il s'agissait des pertes françaises ou des pertes ivoiriennes. Quoi donc? Parce qu'on ne tue pas un Français impunément. Est-ce à dire que la vie d'un soldat français serait plus chère que la vie d'un civil ivoirien? Ou que la vie d'un seul soldat français serait plus chère que la vie de 7 civils ivoiriens? Même si l'on admettait le bilan très évasif des une vingtaine de morts côté ivoirien, ce n'est pas pour autant non plus que la vie d'un soldat français serait plus chère que celle de 3 Ivoiriens. Qu'est-ce qui justifie cette différence d'appréciation? Serait-elle située à un niveau géographique? Est-elle d'ordre racial ou liée à la différence de civilisation? Je constate que la communauté internationale et la France ont une fois de plus manqué l'occasion de faire mentir la réalité selon laquelle il y a toujours, dans le traitement de ces conflits-là, une justice à 2 vitesses. Celle des riches occidentaux, et celle des pauvres africains. Une fois de plus, l'histoire aura confirmé que la raison du plus fort est toujours la meilleure. La médiation Mbeki et les accords de Pretoria.
C'est encore dans ce même climat tendu que le président sud-africain, Thabo Mbeki, progresse sereinement, mais fermement dans la gestion de la crise ivoirienne. Mission à lui confiée par l'Union africaine, au lendemain des événements de novembre 2004. Sa méthode de gestion ne semble pourtant pas convenir à tous les protagonistes. Entre autres critiques, on entend le président Jacques Chirac lui reprocher de ne rien connaître de la psychologie ouest-africaine. Il est vrai que ce despote éclairé de la France-Afrique, maître à penser de ses pairs africains, a plus en commun avec ces derniers qu'avec le modèle démocratique républicain et respectueux des droits de l'homme que symbolise l'ancienne Gaule. Toutefois, je doute profondément que cela fasse de lui un fin connaisseur des mentalités africaines. Donc, impassiblement et au terme de nombreuses consultations et rencontres avec les différents acteurs de la crise, le président Mbeki convoque début avril 2005 tous les responsables et protagonistes de la crise. C'est ainsi que sont réunis autour de la même table, afin de trouver un compromis définitif à la crise ivoirienne, le président Gbagbo, Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA et ex-président de la République, successeur d'Houphouët-Boigny, Alassane Dramane Ouattara, président du RDR, accusé d'être le principal instigateur du coup d'État muet en rébellion, Guillaume Soro, secrétaire général du MPCI, soupçonné d'être la branche armée du RDR, et Sédou Diarra, Premier ministre du gouvernement de réconciliation. De cette retraite à huis clos naissent les accords de Pretoria ou de Téchouane censés consacrer la fin de la guerre. Ils renferment les points suivants. Déclaration commune de fin de guerre, désarmement et démantèlement des milices, désarmement, démobilisation et réinsertion, DDR, sécurité dans la zone sous responsabilité des forces nouvelles, sécurité des membres du gouvernement issus des forces nouvelles, délégation des pouvoirs au Premier ministre, commission électorale indépendante, composition et fonctionnement du bureau de la commission centrale, organisation des élections, composition du Conseil des apostrophes, administration de la radio-télévision ivoirienne, RTI, nouvelle saisine de l'Assemblée nationale, éligibilité à la présidence de la République. Concernant la question de la modification de l'article 35 de la Constitution, et le référendum qui lui est rattaché, le médiateur Mbeki décide de consulter le président en exercice de l'Union africaine UA, le président nigérian Olusegun Obasanjo ainsi que le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. À l'issue de ces consultations, le verdict que beaucoup d'Ivoiriens appréhendent, mais auquel tout le monde s'attend un peu, tombe enfin. Mbeki suggère que tous les partis se présentent aux élections d'octobre 2005. Plus précisément, il propose au chef de l'État d'user de l'article 48 de la Constitution pour permettre à titre exceptionnel, à l'opposant Alassane Ouattara d'être candidat aux prochaines présidentielles. Dès son retour de Pretoria donc, le président entreprend une série de consultations et rencontres avec les forces vives de la nation, comme il les dénomme. Outre les forces armées, forces de défense nationale, le président consultera plusieurs groupes de pression et associations afin non seulement de les préparer à sa décision, mais aussi de les y associer. À l'occasion de son discours à la nation du mercredi 27 avril 2005, il expose ses décisions. Celle qui ne surprend personne, tant les esprits y sont préparés, est la possibilité finalement accordée à l'opposant Alassane Ouattara de se présenter à titre exceptionnel lors des prochaines présidentielles. Il rend possible cette décision par l'utilisation de l'article 48 de la Constitution. Mais ce n'est pas la seule innovation. Le président décide, en vertu des pouvoirs à lui désormais conférés par l'article sus-cité, de confier l'organisation des élections présidentielles à l'Institut national des statistiques, INS. Après des liesses de joie, c'est le coup de massue du côté de l'opposition. Elle proteste vivement contre cette décision que leur leader qualifie de coup d'État constitutionnel. Ce qui signifie qu'ils reconnaissent bien l'existence de cette constitution qu'ils s'obstinent à ignorer voire à mépriser. Alors si cette décision à elle seule peut être considérée comme un coup d'État constitutionnel, que dire de Marcoussis qu'ils boivent comme parole d'évangile ou du Coran ? À ce discours vont se succéder des rencontres entre les Fanchi et les forces rebelles pour les travaux préparatoires en vue de la concrétisation des processus de DDR, désarmement, démobilisation, réintégration. Des dates décisives sont alors arrêtées, qui marquent le début du processus. Puis la tenue d'un séminaire du 2 au 6 mai.
Une succession de réunions qui au final n'aboutiront pas à grand-chose. La date fatidique du début de désarmement est fixée au 28 juin 2005. Mais les forces rebelles refusent une fois de plus de désarmer tant que les groupes d'autodéfense communément appelés « milices » n'auront pas été désarmés préalablement. Un statu quo entre les deux forces belligérantes, qui constitue à nouveau un blocage dans les négociations de paix. Profitant de ce blocage, l'alliance des oufouettistes fraîchement formée en mai à Paris va s'adonner à ce qu'elle sait faire le mieux. De nouvelles doléances. On cherche prématurément à faire le deuil des élections à venir pour réclamer cette fois une transition sans Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. La raison de cette transition ? Ils invoquent un vide constitutionnel. Après le 30 octobre, date constitutionnelle de tenue des élections, si celles-ci n'ont pas lieu, le président doit purement et simplement être écarté du pouvoir. À partir de là se met en place le scénario d'une transition qui mettrait fin au régime du FPI, tout en propulsant l'opposition au pouvoir par la magie de vagues arrangements politiques. Bel exemple de démocratie. Le pouvoir en place quant à lui ne manque pas une occasion de rappeler qu'en vertu de l'article 39 de la Constitution, il n'y a pas de place pour un vide juridique en l'espèce. L'article 39 stipule que les pouvoirs du président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du président élu, laquelle a lieu dès la prestation de serment. La Constitution est pourtant bien claire, semble-t-il. Saisi par les partis en conflit pour les divergences d'interprétation, le président médiateur Thabo Mbeki convoque une seconde réunion, symboliquement baptisée Pretoria II. Il tient à signifier à ses invités que Pretoria II, qui se tient du 28 au 29 juin 2005, n'est rien d'autre qu'une rencontre d'évaluation de l'accord du 6 avril. Ce qui signifie qu'aucune nouvelle doléance ne viendra s'ajouter à la liste de Pretoria et en clair, le bloc G7 est débouté de sa demande de transition. La fin du sommet est marquée par l'adhésion de toutes les parties aux accords signés. Parmi les points majeurs abordés, le maintien des élections présidentielles au 30 octobre 2005. Pretoria II reconnaît l'expertise de l'INS, mais celle-ci est placée sous la tutelle de la CEI. Nouvelle saisine par l'Assemblée nationale des lois issues de Marcoussis. Ces lois portent sur la CEI, le financement des partis politiques, la nationalité, l'identification, la Commission des droits de l'homme, la presse écrite et la communication audiovisuelle. Le retour des ministres rebelles au Conseil du gouvernement de réconciliation. L'ONUCI et le médiateur s'engagent à mettre en place un plan de sécurité rapproché à l'intention des leaders d'opposition, Konan Bédié et Alassane Ouattara, ainsi que du chef rebelle Guillaume Soro. Rencontre prévue, le 7 juillet 2005, entre FANCI et forces rebelles afin d'arrêter les dates définitives pour finaliser le chronogramme du désarmement, démobilisation et réinsertion, DDR. Plus tard fin juillet, le regroupement des combattants doit impérativement commencer. Sédou Diarra reçoit mandat d'entamer immédiatement le désarmement et le démantèlement des groupes d'autodéfense. Le désarmement des rebelles étant désormais subordonné à la modification préalable des lois de Marcoussis, point 3, alinéa 5 du communiqué final de la rencontre d'évaluation, le Parlement ivoirien a jusqu'au 15 juillet pour les adopter, faute de quoi le chef de l'État pourra le faire par des décrets et ordonnances, point 8, alinéa 3. Le 20 août 2005 au plus tard, le désarmement devrait être achevé. Toutes les parties présentes, le président Laurent Gbagbo ainsi que les rebelles ont réclamé des sanctions pour les contrevenants aux accords de Pretoria. Des élections menacées. Le temps presse, les élections sont prévues dans 3 mois et tout le monde est là des éternelles tergiversations du camp rebelle. Alors, les lois à amender ne retourneront pas au Parlement. Le 15 juillet suivant, annoncé dans un message adressé à la nation, le président prend les décrets concernant les lois ci-dessus énoncées. Il précise bien que toutes ces décisions qui ont force de loi prennent effet à compter de ce jour 15 juillet 2005. Les âmes bien disposées pourraient croire que ces derniers actes posés par le président auraient pu rassurer et apaiser ses adversaires. Que nenni. Les événements qui vont suivre démontrent assez clairement que ni les rebelles, ni les leaders d'opposition ne semblent réellement disposés à créer les conditions propices au bon déroulement d'élections claires et transparentes.
Le 23 et 24 juillet 2005, les Ivoiriens médusés apprennent une énième attaque des communes d'Agboville et d'Anyama, en zone loyaliste. Les informations font état d'éléments inconnus qui se sont infiltrés dans ces villes, on ne sait trop comment ou dans quel but. En plus de leurs victimes, ce sont plus de 200 prisonniers qui sont libérés de la prison d'Agboville. Le bilan indique 31 morts dont 7 militaires des forces de défense et de sécurité, et 17 morts côté assaillants. Comme d'ordinaire, les deux camps ne tarderont pas à s'accuser mutuellement. Mais la question est de savoir à qui profitent ces désordres, ces crimes et cette situation de chaos. Pas très longtemps avant ces faits, Guillaume Soro, invité d'une chaîne de télévision française, promettait de créer, si nécessaire, une situation de chaos afin que l'ONU prenne en charge l'organisation des élections, conformément à leurs aspirations. Ces dernières attaques ainsi que celles perpétrées quelques mois auparavant dans la région de l'Ouest, à Duékoué et Guy-Trozon, pourraient être la parfaite réalisation des projets funestes du chef rebelle. D'ailleurs, l'attitude de ses collègues du G7 suit la même logique de sabotage du processus de paix. En effet, l'opposition invoquant des raisons de non-conformité aux accords de Marcoussis et de Pretoria II, rejette une partie des lois récemment promulguées par le président de la République. Celles-ci concernent précisément les lois sur la nationalité, la naturalisation et la composition de la Commission électorale indépendante, CEI. Ce qui n'est pas de l'avis du médiateur Mbeki. Celui-ci pense pour sa part que les lois promulguées sont bien conformes aux accords de Marcoussis. Elles n'ont donc pas à être révisées, et pourtant. Depuis son limogeage, après les événements de novembre de 2004, le général Mathias Doué, ex-chef d'état-major des armées ivoiriennes, est tombé en disgrâce. Il est officiellement limogé pour sa responsabilité dans le bombardement du camp français et les tragiques événements de novembre. Un peu plus tard, les journaux de la place révéleront la vraie raison qui a motivé ce limogeage. Depuis le début de la crise, au cœur de l'armée elle-même, comme parmi les partisans du président Gbagbo, de nombreux soupçons planent sur le général, chef d'état-major. Mais aucun fait ne lui est ni ouvertement, ni concrètement reproché. C'est au lendemain des événements de novembre que des rapports précis l'accableraient, l'accusant d'étroite collaboration avec la rébellion. Il est donc écarté. Là où les raisons avérées de ce limogeage ne sont jamais réellement révélées. Mais certains journaux ont mentionné le motif de haute trahison. Le général agent double disparaît du paysage politico-militaire pendant de nombreux mois, jusqu'à un certain 20 août 2005. Là, il réapparaît, annonçant tambour battant à la une des journaux locaux et sur les ondes d'une radio française, qu'il vient chasser Gbagbo et mettre de l'ordre dans la maison ivoire. Dès lors, il devient la nouvelle coqueluche de la rébellion. Le nouvel homme fort, l'espoir retrouvé, la dernière carte à jouer d'une rébellion aux abois. Le général est gonflé à bloc, d'autant que quelques jours avant son coup d'éclat, un autre soldat en rupture de ban pour sa responsabilité dans les massacres de Duékoué l'a précédé. L'occasion est trop belle pour la coalition rebelle-opposition pour manquer de démontrer à la face du monde qu'une autre rébellion se forme au sein même de l'armée loyaliste. Depuis, l'apocalypse annoncé par Doué se fait attendre et les appels à la désobéissance et à l'insurrection à l'endroit des militaires se multiplient, mais en vain. Tous les stratagèmes, traquenards et autres subterfuges ont été utilisés pour détourner les Ivoiriens, leurs dirigeants et la communauté internationale des priorités de cette crise. Le but des ennemis de la Côte d'Ivoire étant d'entraver le processus de paix, travailler au pourrissement de la situation le plus longtemps possible. Tous les moyens sont bons, quitte à mettre le pays à feu et à sang pour retarder au maximum la tenue des élections. En fait, ce n'est pas tant les élections qu'on cherche à éviter que la quête pathétique d'une vague transition sans le président Gbagbo, que l'on voudrait imposer par tous les moyens. Essoufflés par leur ingéniosité, quand les limites de leur imagination ensanglantée sont atteintes, qu'ils dévoilent enfin leur terrifiante phobie. Les rebelles sont donc les premiers à exprimer ouvertement qu'ils ne participeront pas, encore mieux qu'ils empêcheront la tenue de tout scrutin dans leur zone, accusant le président de manœuvrer pour s'assurer la victoire. C'est tout naturellement que les oufouettistes se dévoilent également. Élections impossibles à tenir, selon eux. Une transition sans Laurent Gbagbo s'impose.
Le président, toujours dans un esprit d'apaisement et de conciliation, va alors de son propre chef modifier une nouvelle fois les lois promulguées le 15 juillet dernier et contestées par la coalition rebelle opposition. Mais faut-il s'étonner malgré cela de les voir camper sur leur position? Laurent Gbagbo, chef d'État d'une transition de 12 mois. Le 8 septembre, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, annonce sur les ondes d'une radio française le report des élections, invoquant le retard accumulé en raison de la mauvaise volonté des leaders et partis politiques ivoiriens. Puis c'est au tour du président nigérian Olusegun Obasanjo, président en exercice de l'Union africaine, d'évoquer un éventuel changement de médiateur. Car depuis la fin août, où les représentants du médiateur Mbeki ont dévoilé leur rapport sur la crise ivoirienne devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les rebelles et leurs partenaires de l'opposition prennent ouvertement à partie le président sud-africain, par journaux et ondes interposées. Ils reprochent à Thabo Mbeki d'avoir très justement apprécié les efforts consentis par le président Laurent Gbagbo. Tandis que parallèlement son rapport a déploré le manque de coopération des rebelles et opposants. Ce rapport se prononce même implicitement en faveur de sanctions contre l'Alliance rebelle opposition, accusée d'entrave au processus de paix. C'est ainsi que ces derniers, non contents de salir l'image du président sud-africain, récusent dès ce moment sa médiation. Mais avant que le président de l'UA n'ait envisagé un changement éventuel de médiateur, Laurent Gbagbo prend le taureau par les cornes et refuse de cautionner toute autre médiation des membres de la CEDEAO, invoquant que la plupart des pays concernés ont plus ou moins des intérêts dans la crise ivoirienne. Leur jugement serait donc dénué d'impartialité. Il refuse même, dans la foulée, de se rendre au sommet d'Abuja. À la suite de ce sommet, intervient la réunion du Conseil de sécurité et de paix d'Addis Abeba, le 6 octobre 2005. À l'issue de la réunion, le CPS, le Conseil de paix et de sécurité, prend acte de la fin du mandat du président Gbagbo le 30 octobre 2005, ainsi que de l'impossibilité d'organiser les élections présidentielles à la date constitutionnelle prévue. Le Conseil décide que les arrangements conclus dans les accords de Marcoussis devront se poursuivre pour une période ne devant pas excéder 12 mois. Pendant cette période de transition, Laurent Gbagbo reste chef de l'État, un nouveau Premier ministre acceptable pour toutes les parties signataires des accords de l'INA Marcoussis sera nommé. Il dirigera à la tête d'un gouvernement composé de personnalités proposées par les parties ivoiriennes signataires de l'accord de Marcoussis. Le Premier ministre ne sera pas éligible aux élections à venir. Par ailleurs, il est mis en place un groupe de travail international, GTI, qui devra se réunir une fois par mois afin d'évaluer, de contrôler et de suivre le processus de paix, y compris la feuille de route convenue à Pretoria. Il pourra également faire des recommandations au Conseil de paix et de sécurité de l'UA et à l'ONU, concernant le suivi de la crise ivoirienne. Le 21 octobre, les membres du Conseil de l'ONU, après les avoir approuvés, statuent et entérinent les décisions de l'UA. Et après plusieurs tentatives du représentant français de faire adopter des résolutions qui vont dans le sens de la gestion française de la crise, la résolution 1633 est finalement adoptée à l'unanimité. Celle-ci stipule que le président Gbagbo demeurera chef de l'État à partir du 31 octobre 2005, pour une période n'excédant pas 12 mois. Aux côtés d'un Premier ministre acceptable pour tous, qui doit être désigné avant le 31 octobre 2005. Le Premier ministre devra disposer de tous les pouvoirs nécessaires, ainsi que de toutes les ressources financières, matérielles et humaines voulues, en particulier dans les domaines de la sécurité, de la défense et des affaires électorales. Le Conseil se déclare favorable à l'établissement du groupe de travail international. Né d'une décision de l'Union africaine, le GTI est un organe de suivi et de contrôle. Son rôle se limite à accompagner le processus de paix en veillant à son application, à émettre des avis et à soutenir le Premier ministre dans son action. La résolution 1633 préconise ouvertement le retrait du dossier au Premier ministre Sédou Diarra et son remplacement par un chef de gouvernement consensuel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.